pour sonner la charge. Sonnez la charge. Allez, les gars! Et c'était le dimanche 25 juin 1876, le début de la bataille de la Little Bighorn. Et là, à ce moment-là, on l'a entendu sur sa droite, le major Reynaud, sur sa gauche, le capitaine Benteen. Eh bien, il attaque par le centre, il attaque les Indiens, et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce qui s'est passé, tout simplement parce que le groupe de Custer, avec 200 hommes environ, eh bien, il n'y aura aucun survivant. C'est ce qu'on appelle le mystère de Little Bighorn, c'est-à-dire que toute l'affaire de Little Bighorn qui passionne les Américains de façon extrêmement importante, c'est savoir qu'est-ce que Custer voulait faire, parce qu'on n'a pas retrouvé de plan écrit. C'était seulement des ordres oraux et des petits ordres écrits, donc on ne sait pas ce qu'ils voulaient faire précisément, et on ne sait même pas comment les Indiens précisément ils ont réagi, parce qu'on n'a jamais réellement combiné leurs témoignages à eux. On a toujours considéré que les témoignages indiens étaient inutiles, voire confus. Or, c'est faux. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé, à un moment donné, du secours au major Reynaud, ou en tout cas au capitaine Benteen. Ils ne sont pas venus. Il s'est retrouvé seul avec ses 200 hommes au milieu d'un nombre d'Indiens qui est également indéterminé. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Reynaud lui-même se battait avec les Indiens. Benteen est venu à son secours, mais aucun des deux n'est venu au secours de Custer à ce moment-là. Ça, c'est la clé de Little Bighorn. C'est de savoir pourquoi 2 colonnes sur 3, donc on avait 3 colonnes, pourquoi 2 colonnes n'ont pas rejoint. Parce que le plan de Custer, c'était d'encercler les Indiens. C'était une sorte d'immense crochet de tous les côtés pour surprendre les Indiens, les diviser et les défaire individuellement. Et le major Reynaud et le capitaine Benteen n'ont pas du tout tenu leur front. Et toute l'affaire de Little Bighorn, c'est de savoir pourquoi et quelles preuves on a à propos de cette... est-ce qu'il y a des justifications ? Voilà, et ça, qui a en tout cas abouti à un massacre que découvre le général Terry, qui arrive sur les lieux le 27 juin, et qui retrouve là le capitaine Benteen, et surtout le cadavre de Custer et de ses hommes, des 215 hommes qui étaient avec lui. Regardez là-bas, sur la colline. Des cadavres de chevaux, monsieur. Les cavaliers approchent, monsieur! C'est des nôtres. C'est pas le capitaine Benteen, là? Je crois bien, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je peux vous dire, mon général, c'est qu'on est content de vous voir. Savez-vous où est Custer? Nous sommes sans nouvelles de lui depuis dimanche après-midi, quand il nous a détachés pour continuer avec 5 compagnies. Que s'est-il passé, capitaine Benteen? Des erreurs ont été commises. Le général George Armstrong Custer, ainsi que environ 265 membres de son régiment, furent tués au combat face aux tribus indiennes hostiles près de la rivière Little Bighorn. Et c'était la fin d'une bataille dont l'annonce a bouleversé les États-Unis. Vous dites que c'était l'équivalent pratiquement du 11 septembre. Ah, c'était un scandale monumental. Ouais. Et ce qui a vraiment nourri le scandale aussi, c'est que justement le comportement de Benteen et Reynaud était tellement choquant, était tellement incompréhensible que l'armée a essayé d'étouffer cette affaire, et elle a complètement refusé de faire une enquête. Ouais. Elle a mis sous clé des archives. Jusqu'en 1951. Oui, jusqu'en 1951. C'est assez incroyable. Et vous-même, alors vous avez fait une enquête là-dessus pour démystifier tout ce qu'on a pu dire. On a dit que Custer, après l'avoir traité de héros, était un incompétent, qu'il était tombé dans une embuscade. On a dit de vous exagérer le nombre des Indiens pour justifier sa défaite. On a dit qu'ils étaient 6000, vous dites qu'il y en avait beaucoup moins. C'est assez étonnant, au fond. C'est effectivement devenu un mythe, mais dont vous démontez un peu tous les mécanismes. Ah oui, c'est un mythe. C'est un mythe au pied d'argile, vraiment, parce que quand on élimine l'écran de fumée, quand on élimine le scénario cousu de fil blanc, on se rend compte que tout ce que l'on disait sur le général Custer, comme quoi ces éclaireurs indiens lui avaient dit n'attaquez surtout pas, c'est l'inverse, ils lui ont dit attaquez véritablement. On a dit qu'il n'attendait pas de soutien, c'est pas vrai, il en attendait, il a envoyé des ordres. C'était un peu comme Grouchy qui n'est pas venu. Exactement, seulement que là c'était au fond, volontaire. Oui, vous dites que ce que l'armée cherche à dissimuler, c'est la trahison de 2 de ses officiers
officiers Oui. qui étaient Reynaud et Bentin, parce qu'ils ne sont pas venus aider Exactement, Custer parce qu'ils ne l'aimaient pas. En fait. C'est un immense scandale et l'armée s'est retrouvée face au pire crime qu'on puisse faire dans le monde militaire. Ouais. La conséquence de ce scandale, c'est qu'après il a fallu mentir et mentir. Il a fallu multiplier le nombre des Indiens, trafiquer les cartes, cacher les archives, faire taire les témoins. Autre conséquence, puisque vous avez parlé du 11 septembre, David Cornu, oui. Ça a eu un peu les mêmes effets. C'est-à-dire que le scandale provoqué par la mort, le massacre de ces soldats américains, eh bien, ça a tellement scandalisé les Américains que ça a servi ensuite au gouvernement des États-Unis pour justifier la violence avec laquelle se sont terminées les guerres indiennes. Et d'ailleurs, il était très malin, le chef de l'armée, parce que quand il a eu ce scandale, le budget militaire était menacé. Or, le général Sherman, donc le plus haut gradé sur le terrain, il a dit on va retourner la situation pour faire comme quoi l'armée a été victime du gouvernement qui l'avait pas assez payé. Or, le budget militaire qui était menacé a été doublé et ils sont rentrés en guerre encore plus fort. Donc en fait, ils ont interverti ce qui devait être embarrassant pour l'armée est devenu extrêmement fructifiant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 14 ans plus tard, il y a eu le fameux massacre des derniers Sioux qui résistaient à Wounded Knee, 290 Indiens qui ont été massacrés par le 7e régiment de cavalerie, c'est-à-dire l'ancien régiment de Custer. Alors, aujourd'hui encore, ça reste gravé dans la mémoire des Américains. Vous le rappelez, David Cornu, il y a 500 000 personnes, dont vous faites partie d'ailleurs, qui vont visiter ce site. Vous l'avez vu vous-même. Et c'est très important dans la mémoire des États-Unis, y compris dans la mémoire d'un candidat à la présidence des États-Unis aujourd'hui. Le candidat John McCain a le sabre du général Custer chez lui à la maison. Ah oui. Et toutes les traités signés avec les Sioux pour s'excuser ou pour rendre des terres ont été signés par John McCain. Donc c'est extrêmement important. Little Bighorn, c'est encore plus important que le Fort Alamo. Oui, c'est pas une anecdote comme on la voit nous en France avec à travers le western. Et puis d'ailleurs, même le général Custer n'est même pas une anecdote. Ici, on croit qu'il est célèbre parce qu'il est mort, mais aux États-Unis, il était célèbre quand il était vivant. Et en fait, il a été tué en pleine gloire. Alors les Américains, ça leur est resté. C'est vraiment une blessure au cœur. C'était une émission du 25 juin 2008. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de David Cornu, Little Bighorn, autopsie d'une bataille légendaire, publié chez Hanovi, dans une nouvelle édition revue et augmentée. À lire aussi l'Atlas historique des États-Unis de Frédéric Salmon, publié chez Armand Collin, et Le Western, une histoire parallèle des États-Unis de William Bourton aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Little Big Man d'Arthur Penn, disponible en DVD aux éditions Paramount, Le Fils de l'étoile du matin de Mike Robb et Custer of the West de Robert Siodmark, édité en DVD par MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Mathias Alléon et Stéphanie Coulon. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Merci beaucoup Patrice Gélinet. Nous vous retrouverons demain dès 13h30 pour une nouvelle rediffusion de 2000 ans d'histoire. C'est en compagnie de Jacques Santamaria, qui est scénariste, que vous évoquerez ensemble les destins de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Après le flash de 14h, votre après-midi débute avec Denis Chessou. Toute l'équipe de Tout s'explique se penche sur la chimie verte. Denis reçoit le professeur Elisabeth Borédon. Retrouvez la collection des dossiers de Monsieur X de Patrick Pénaud en version poche. Après Mort suspecte ou la 5e République, pénétrez dans l'univers des espions russes. Des purges de Staline aux faux attentats orchestrés par Poutine, Monsieur X nous entraîne au cœur de sombres machinations. Les espions russes de Staline à Poutine de Patrick Pénaud, une coédition France Inter. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 14h. Le Flash vous est présenté par Corinne Audouin. Pas question de démissionner. Éric Woerth l'a dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ce serait donner raison à ceux qui l'attaquent, a ajouté le ministre.